Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Histoire de papoter par Montre-moi l'histoire. Vous êtes pas mal à m'envoyer des messages parce que vous allez commencer une licence d'histoire ou que vous souhaitez étendre votre culture historique. Et j'ai bien compris votre demande. Alors je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous proposer des podcasts en lien avec des cours que j'ai moi-même pu avoir à la fac. Et on va commencer cette série donc de podcasts en parlant de la France de Louis XIV entre 1638 et 1715, comment il a construit l'absolutisme. C'était notamment l'un des thèmes que j'avais eu en licence. Alors évidemment, je ne vous recrache pas le cours directement du prof parce que même de toute façon, il y a une question de propriété intellectuelle, etc. Voilà, j'ai essayé de le remanier un petit peu aussi pour que ce soit moins long et que ça tienne en un podcast parce que ce sont des heures et des heures de cours. Mais ainsi, ça vous permettra d'avoir un petit peu les bases de ce qu'était la France sous Louis XIV, mais aussi ce qu'était l'absolutisme. Donc on parlera de Louis XIV, mais on prendra aussi le point de vue du peuple, qui est parfois oublié. Avant de continuer, n'oubliez pas que pour soutenir mon travail, vous pouvez tout simplement vous abonner, aimer l'épisode, mettre un commentaire et même partager le podcast à vos proches. C'est une manière toute simple et pourtant qui a son importance. Vous pouvez également venir me suivre sur mes autres réseaux sociaux comme Instagram, TikTok ou Facebook sous le nom de Montre-moi l'histoire. Et enfin, vous pouvez devenir mécène de la chaîne en participant à la cagnotte Tipeee que vous pouvez retrouver en barre d'infos. Je vous remercie d'avance et je vous laisse avec la suite du podcast. Bien, donc quand on pense à Louis XIV, on a tout de suite en tête les images de Versailles, les dorures, les fêtes de la cour, la grandeur culturelle de la France. Mais derrière ce décor de théâtre presque parfait se cache une réalité beaucoup plus brute et parfois beaucoup plus sombre. Ce que nous allons explorer aujourd'hui, c'est ce que l'historien Yves-Marie Bercé a appelé la naissance dramatique de l'absolutisme. Car l'absolutisme, comme beaucoup de choses, n'est pas né d'un claquement de doigts. Ce fut d'abord une construction longue, voire violente et douloureuse, entre 1638 et 1715. C'est une construction qui s'est faite contre les privilèges locaux, dans le fracas de guerre incessante et au prix de sacrifices immenses demandés au peuple français. Alors d'abord, nous irons à la rencontre des Français de l'époque. Qui étaient-ils? Comment vivaient-ils? Et mouraient-ils? C'est la question de la démographie. Ensuite, nous analyserons cette société d'ordre très corsetée entre clergé, noblesse et tiers-état, puis comment tournait l'économie, partagée entre la vie rurale et l'offensive mercantiliste de Colbert. Nous décortiquerons la machine politique de l'État absolu et nous terminerons par la diplomatie et la guerre. Allez, installez-vous confortablement, prenez une petite boisson et c'est parti. Commençons par nous poser une question toute simple. À quoi ressemblait la France de Louis XIV en termes de population? Il y a une maxime du XVIe siècle, écrite par le penseur Jean Bodin, qui traverse toute l'époque moderne et que Louis XIV et ses ministres gardent constamment en tête. Il n'est de richesse ni de force que d'hommes. Alors pourquoi cette phrase est-elle si importante? Eh bien parce qu'à l'époque, la puissance d'un pays ne se mesure pas à ses innovations technologiques, mais à son nombre d'habitants. Plus vous avez de sujets, plus vous avez de bras pour cultiver les champs, plus le roi peut lever d'impôts, et surtout, plus il peut recruter de soldats pour ses armées. Et de ce point de vue, la France est le géant de l'Europe. C'est une véritable superpuissance démographique. Par exemple, au début du règne personnel de Louis XIV, en 1661, la France compte environ 20 millions d'habitants. À sa mort, en 1715, on frôle les 22 millions. Pour vous donner un ordre de grandeur, l'Angleterre de l'époque ne compte que 5 à 6 millions d'habitants. Donc le rapport de force est colossal. Mais comment vivent ces millions de Français? Eh bien c'est là qu'on touche du doigt la plus dure réalité, du moins de ce qu'on appelle de l'ancien régime démographique. C'est un monde où la vie ne tient qu'à un fil. D'un côté, on fait beaucoup d'enfants, le taux de natalité est énorme, environ 40 pour 1000.
Les femmes se marient relativement tard, vers 25 ou 26 ans, mais elles ont des grossesses fréquentes. Pourtant, la population n'augmente que très lentement. Pourquoi? Eh bien parce que la mortalité est tout aussi gigantesque, en particulier la mortalité infantile. C'est un chiffre terrible à entendre aujourd'hui. Un enfant sur 4 meurt avant d'avoir soufflé sa première bougie et un seul enfant sur 2 atteint l'âge adulte. L'espérance de vie moyenne dépasse à peine 25 ou 30 ans. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne pouvait pas mourir vieux, Louis XIV lui-même a vécu jusqu'à 77 ans, mais la moyenne est plombée par cette hécatombe chez les plus jeunes. Et à cette mortalité quotidienne s'ajoute ce que les historiens appellent les crises de mortalité. Ce sont de véritables catastrophes humanitaires qui reposent sur un engrenage infernal en 3 étapes, la mauvaise récolte, la cherté du blé et enfin l'épidémie. Il faut savoir que le XVIIe siècle subit de plein fouet le petit âge glaciaire. C'est-à-dire que le climat est rude, c'est un hiver trop long ou un été trop pluvieux et les étés de blé sont gâchés. Immédiatement, le prix du pain s'envole, les populations les plus pauvres se retrouvent à manger des herbes, des racines et parfois du pain fait de terre et de paille. Affamés, affaiblis, leurs corps deviennent des proies faciles pour les maladies comme la dysenterie, le typhus et parfois encore la peste. Et le règne de Louis XIV a été jalonné par ces crises effroyables. Dès son arrivée au pouvoir, en 1661-1662, il doit affronter la crise de l'Avènement. Mais le pire survient après, en 1693-1694. À cause de pluies continuelles, la récolte de blé est détruite. En 2 ans, cette crise de subsistance fait entre 1,3 et 1,5 million de morts. C'est un traumatisme national immense, vous vous en douterez. Et cela recommence en 1709 avec le tragique Grand Hiver. En janvier de cette année-là, les températures chutent brutalement en quelques heures, les fleuves gèlent, le vin gèle dans les verres à Versailles, et même les arbres fruitiers meurent. La famine qui s'ensuit fait encore plus de 600 000 morts. Vous le voyez, la vie humaine sous Louis XIV est marquée par une précarité biologique constante. Les hommes sont la force du roi, mais une force que la nature et la faim peuvent faucher à tout moment. Donc maintenant que nous connaissons le poids de cette population, voyons comment elle est organisée. La société de l'Ancien Régime, vous le savez peut-être, est une société d'ordre. Elle est tripartite, héritée du Moyen-Âge et repose sur une idée simple, chacun à sa place, définie non pas par sa fortune, mais par sa fonction sociale et ses privilèges. Donc ces 3 ordres, vous les connaissez. Le clergé, qui prie pour le salut des âmes, la noblesse, qui combat pour défendre le royaume, et le tiers-état, qui travaille pour faire vivre tout le monde. Ces 3 ordres forment ce que l'on appelle historiquement les États généraux. Et là, il y a un détail politique majeur à noter. Sous Louis XIV, il n'y a aucune réunion des États généraux. La dernière fois qu'ils s'étaient réunis, c'était en 1614, sous la régence de Marie de Médicis. Et la fois suivante, eh bien, ce sera en mai 1789, juste avant la Révolution française. Pour Louis XIV, convoquer les États généraux aurait été perçu comme une faiblesse, une limitation de son pouvoir absolu. Mais même si ces ordres ne sont pas réunis physiquement dans une assemblée, ils structurent entièrement la vie juridique et quotidienne des Français. Le clergé, d'abord, c'est le premier ordre du royaume en termes de prestige, mais il est profondément divisé. D'un côté, il y a le haut clergé, les évêques et les abbés, presque tous issus de la haute noblesse. Ils vivent à la cour ou dans de riches palais provinciaux et perçoivent des revenus immenses grâce à la dîme, l'impôt ecclésiastique, et aux immenses terres de l'Église. Et de l'autre côté, vous avez le bas clergé, ce sont des curés de campagne, souvent très pauvres, qui vivent au plus près de la misère du peuple. Donc c'est un ordre de contraste finalement. La noblesse, ensuite, est le deuxième ordre. Elle représente environ 1 à 2% de la population.
On a souvent en tête l'image d'une noblesse domestiquée par le roi à Versailles, et c'est en grande partie vrai pour les plus grands seigneurs du royaume. Louis XIV a magnifiquement compris la leçon de la Fronde, cette guerre civile qui avait failli lui coûter son trône dans son enfance, et pour neutraliser les grands nobles, il les attire à Versailles. Il transforme la cour en un théâtre d'étiquette obsessionnelle où chacun se bat pour obtenir une pension, une charge honorifique ou simplement le privilège de tenir le bougeoir du roi lors de son coucher. C'est ce que l'historien Norbert le pauvre, Elias appelle la société de cour. Mais attention, parce que tous les nobles ne vivent pas à Versailles. La grande majorité de la noblesse vit en province, parfois sur des terres modestes, s'accrochant désespérément à leurs privilèges fiscaux pour ne pas déchoir. Et de plus, une fracture majeure sépare la noblesse d'épée, qui tire sa légitimité de ses ancêtres chevaliers et du sang versé sur les champs de bataille, et la noblesse de robe, composée de bourgeois enrichis qui ont acheté des offices anoblissants dans l'administration royale, la justice ou les finances. Louis XIV s'est beaucoup appuyé sur ses robins, entre guillemets, pour gouverner car il lui devait tout. Et enfin, il y a le tiers-État. C'est le reste du monde, 98% de la population française. C'est un ensemble incroyablement hétérogène. Dans les campagnes, cela va du riche laboureur, c'est-à-dire qu'il possède sa charrue, ses bêtes et emploie des salariés, au pauvre journalier agricole qui n'a que ses bras et vit au jour le jour. Dans les villes, le tiers-État comprend les grands marchands, les banquiers, les juristes, mais aussi les artisans, les ouvriers, les domestiques et une masse énorme de mendiants. Ce qui réunit tous ces gens si différents, c'est qu'ils n'ont aucun privilège de naissance. Et surtout, ce sont eux qui payent la quasi-totalité des impôts royaux, en particulier la taille. Le tiers-État est littéralement le moteur économique qui porte l'État sur ses épaules. Et justement, comment fonctionne cette économie sous Louis XIV ? Quand on étudie cette période, on s'aperçoit qu'il y a une tension constante entre deux mondes économiques. D'un côté, une économie rurale traditionnelle, très lente, héritée du Moyen-Âge, qui fonctionne en circuit fermé. De l'autre, l'affirmation d'une véritable économie-monde connectée à l'Europe et aux colonies. Dans les campagnes, on cultive la terre comme on le faisait des siècles auparavant. On utilise encore la jachère, les rendements sont faibles et les transports terrestres sont si lents et coûteux que chaque région doit essayer de s'autosuffire en céréales. Mais dans les villes et sur les côtes, l'horizon s'élargit. Et l'homme derrière cette transformation, c'est Jean-Baptiste Colbert, le contrôleur général des finances. Colbert va mettre en place une politique économique théorisée sous le nom de mercantilisme ou plus précisément de colbertisme. Le principe de base du mercantilisme est simple. À l'époque, on pense que la quantité d'or et d'argent en circulation dans le monde est fixe. Par conséquent, pour qu'un pays s'enrichisse, il doit attirer cette richesse chez lui et empêcher qu'elle ne sorte. C'est une véritable guerre d'argent. La formule magique de Colbert, c'est importer le moins possible et exporter le plus possible de produits à haute valeur ajoutée. Et pour y parvenir, Colbert utilise 3 grands leviers. D'abord, le protectionnisme strict. Il impose des taxes douanières monumentales sur les produits manufacturés étrangers, notamment ceux des rivaux anglais et hollandais. Il utilise aussi les manufactures royales. Pour éviter d'acheter des produits de luxe à l'étranger, l'État crée ses propres centres de production. C'est l'époque de la manufacture des Gobelins pour les tapisseries ou de Saint-Gobain pour les glaces et les miroirs. L'idée est de produire français avec une qualité irréprochable qui s'exportera dans toute l'Europe. Et enfin, les compagnies de commerce maritime, Colbert crée la Compagnie des Indes orientales et celle des Indes occidentales pour que la France ait sa propre flotte commerciale et ne dépende plus des navires hollandais. Mais cette ambition de contrôle économique ne s'arrête pas aux frontières.
Elle pénètre au cœur même du travail quotidien des Français à travers le système des corporations ou métiers jurés. En ville, pour exercer un métier d'artisanat ou de commerce, boulanger, tailleur, menuisier, orfèvre, il faut obligatoirement faire partie d'une corporation. C'est un univers extrêmement réglementé et verrouillé. On y entre comme apprenti, on devient compagnon, puis on doit réaliser un chef-d'œuvre coûteux et difficile pour espérer de devenir maître. Colbert encourage ce système rigide car il lui permet de contrôler strictement les normes de fabrication, essentielles pour l'exportation, et au passage, cela lui permet de prélever des taxes régulières sur les corporations. Mais pour les ouvriers et les compagnons les plus pauvres, ce système est un véritable carcan qui bloque l'ascension sociale et freine l'innovation technique. L'économie de Louis XIV est donc une économie sous haute surveillance étatique, une tentative audacieuse de moderniser le grand commerce, mais qui repose sur une base agricole traditionnelle très fragile. Nous arrivons maintenant au cœur politique du règne, la construction de l'État absolu. Et c'est ici que le mot douloureuse prend tout son sens. Pour comprendre l'obsession de Louis XIV pour l'ordre et l'autorité, il faut remonter à sa petite enfance. En 1648, alors qu'il n'a que 10 ans, la Fronde éclate. C'est une période de guerre civile chaotique où les parlements et la haute noblesse se révoltent contre l'autorité royale de la régente Anne d'Autriche et du cardinal Mazarin. Le jeune roi doit fuir Paris au milieu de la nuit, ça veut dire qu'il connaît la peur, l'exil, la faim, l'humiliation aussi d'être manipulé par les grands seigneurs, et de ce traumatisme d'enfance naît une conviction inébranlable: pour que la France soit stable, le pouvoir royal doit être unique, incontesté et sans partage. À la mort de Mazarin en 1661, Louis XIV prend une décision qui stupéfie la cour. Il déclare qu'il gouvernera désormais sans Premier ministre, c'est donc le début de son règne personnel. Et comment s'organise cette monarchie administrative ? Eh bien, le roi décide de tout, mais il s'entoure d'un outil extrêmement performant. Il travaille avec des conseils restreints, le plus important étant le conseil d'en haut, où ne siègent que ses ministres les plus fidèles, souvent issus de la noblesse de robe, comme Colbert ou Louvois. Et pour appliquer les décisions dans les provinces, il déploie des agents redoutables, les intendants de justice, police et finances. Ces intendants sont les yeux et les bras du roi. Ils arrivent dans les provinces avec des pouvoirs quasi illimités. Ils surveillent les tribunaux, contrôlent les finances des villes et s'assurent que les impôts rentrent. Ils brisent l'ancienne autonomie locale et la fierté des gouverneurs provinciaux traditionnels. Mais cette étatisation forcée de la France ne s'est pas faite pacifiquement. Elle a provoqué des résistances farouches de la part des sujets. Pourquoi ? Eh bien parce que pour financer sa cour et surtout ses guerres continuelles, Louis XIV a besoin d'argent. Beaucoup d'argent, vous vous en douterez sûrement, et la fiscalité explose. La taille augmente et on crée même de nouveaux impôts, comme la capitation ou le dixième, qui touchent théoriquement tout le monde. Cette pression fiscale insupportable déclenche d'immenses révoltes populaires à travers tout le royaume. C'est par exemple la révolte des Nu-Pieds en Normandie ou la célèbre révolte des Bonnets Rouges en Bretagne en 1675. Les paysans s'attaquent au bureau du fisc, brûlent des registres de taxes et réclament le retour à leurs anciennes libertés provinciales. Et la réponse de Louis XIV, elle est impitoyable. C'est une répression militaire et sanglante. On pend les meneurs au bord des routes, on condamne des centaines d'hommes aux galères et on loge des soldats de force chez l'habitant pour terroriser les populations. L'ordre absolu règne, mais c'est un ordre imposé par la force des baïonnettes. Et qu'en est-il de l'opposition politique des élites ? Eh bien, les parlements, qui avaient le droit de faire des remontrances au roi avant d'enregistrer ses lois, sont purement et simplement réduits au silence.
En 1673, Louis XIV leur retire le droit de remontrance préalable et désormais, ils doivent enregistrer les édits royaux sans broncher. Autrement dit, l'opposition légale est morte. Et pour légitimer ce pouvoir total, le roi s'appuie sur une théorie idéologique forte, la monarchie de droit divin, théorisée par l'évêque Bossuet. Selon cette doctrine, le roi est le représentant de Dieu sur terre. Sa personne est sacrée, et désobéir au roi, ce n'est pas seulement commettre un crime de lèse-majesté, c'est pécher contre Dieu lui-même. C'est-à-dire aussi que le roi ne doit de compte qu'au Créateur. Et c'est l'affirmation théorique de l'absolutisme le plus pur. C'est là que nous arrivons dans notre dernière partie, et elle est absolument essentielle. On ne peut pas comprendre le règne de Louis XIV si on ne parle pas de la guerre. Faisons un calcul rapide. Le règne personnel de Louis XIV dure 54 ans, de 1661 à 1715. Sur ces 54 années, la France a passé 33 ans en état de guerre ouverte. Je ne sais pas si vous vous imaginez, mais c'est colossal. Plus de la moitié du règne s'est déroulée au son des canons. Alors pourquoi cette obsession militaire ? Eh bien, il y a deux raisons majeures. La première, c'est la recherche obsessionnelle de la gloire. Pour Louis XIV, la gloire militaire est la vertu suprême d'un roi. Elle assoit son prestige face aux autres souverains européens. Et la seconde raison est-elle plus géopolitique ? Elle permet de sécuriser les frontières de la France. À cette époque, le royaume est littéralement encerclé par les possessions des Habsbourg, dont l'Espagne et le Saint-Empire, et le but du roi est de repousser les frontières vers le nord et l'est, d'annexer la Flandre, l'Alsace et la Franche-Comté. Pour mener ces guerres permanentes, l'outil militaire est entièrement réformé sous la houlette de Louvois, le secrétaire d'État à la guerre. Louvois crée une armée moderne, permanente et professionnelle. C'est-à-dire qu'on standardise les uniformes, on équipe les soldats de baïonnettes et on construit des casernes pour éviter de loger les troupes chez l'habitant. L'armée française devient un monstre militaire, passant de 50 000 hommes à près de 400 000 hommes au plus fort des conflits. C'est aussi l'époque de l'ingénieur Vauban, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui ceinture la France d'une double ligne de fortifications bastionnées. C'est le fameux précaré. Et grâce à Vauban, le territoire français devient une forteresse quasi inviolable. Mais à côté du fracas des armes, il y a le jeu subtil de la diplomatie. La diplomatie, au XVIIe siècle, se professionnalise. La France développe un réseau permanent d'ambassadeurs et d'agents secrets dans toutes les grandes capitales d'Europe. On distingue d'ailleurs la guerre ouverte, déclarée officiellement pour vaincre l'adversaire, et la négociation permanente, qui se fait en coulisses, même pendant les combats, par le biais de traités officiels ou de diplomatie secrète, comme des pots de vin, des alliances de revers avec l'Empire ottoman ou la Suède. Le règne est ainsi rythmé par 4 grands conflits majeurs. D'abord, la guerre de dévolution entre 1667 et 1668 contre l'Espagne pour réclamer une partie des Pays-Bas espagnols au nom de sa femme Marie-Thérèse. Et elle s'achève avec le traité d'Aix-la-Chapelle. La guerre de Hollande ensuite, entre 1672 et 1678, une guerre féroce menée contre les Provinces-Unies, donc les Pays-Bas actuels, et c'est à la fin de cette guerre, scellée par le traité de Nimègue, que Louis XIV est au sommet absolu de sa gloire. Paris lui décerne d'ailleurs le titre officiel de Louis le Grand. S'ensuit la guerre de la Ligue d'Augsbourg, entre 1688 et 1697, pendant laquelle l'Europe commence à s'inquiéter de l'hégémonie française. Une immense coalition unit l'Angleterre, l'Espagne, la Hollande et l'Empire, et elle se dresse contre Louis XIV. C'est une guerre d'usure terrible qui montre les premières limites financières du Royaume de France, conclue par le traité de Ryswick. Et enfin, la guerre de succession d'Espagne entre 1701 et 1714. C'est le dernier conflit, le plus long, le plus douloureux.
Le roi d'Espagne Charles II meurt sans héritier et lègue par testament sa couronne au petit-fils de Louis XIV, Philippe d'Anjou, qui devient Philippe V. Pour la France, c'est l'opportunité historique de briser définitivement l'encerclement par les Habsbourg, mais pour le reste de l'Europe, c'est une menace hégémonique intolérable, et l'Europe entière s'unit pour écraser la France. Cette dernière guerre d'ailleurs pousse la France au bord du gouffre. C'est à ce moment que se produit la terrible crise de 1709 que nous avons évoquée tout à l'heure. Le pays est épuisé, ruiné, menacé d'invasion, mais grâce à un sursaut patriotique et militaire, notamment la victoire de Denain, la France parvient à sauver la couronne espagnole de Philippe V lors des traités d'Utrecht et de Rastatt au prix de lourdes pertes coloniales et financières. Nous voici donc arrivés au terme de notre long voyage à travers le règne de Louis XIV. Alors, quel bilan peut-on tirer de cette longue et douloureuse construction de l'absolutisme ? Eh bien, à la mort du roi Soleil, le 1er septembre 1715, la France a un visage contrasté. D'un côté, le bilan politique et territorial est impressionnant. L'État moderne est né, ses structures administratives sont centralisées et solides, les frontières du royaume ont été repoussées et stabilisées, l'Alsace, la Franche-Comté, le Roussillon, une partie de la Flandre sont désormais définitivement français. Le modèle de l'État s'est imposé face aux seigneuries et aux révoltes locales, et culturellement, la France a rayonné sur toute l'Europe. Mais d'un autre côté, le coût humain de cette grandeur est vertigineux. Les Français ont été saignés à blanc par la fiscalité royale. Les crises démographiques ont révélé la fragilité structurelle d'une économie rurale que le colbertisme n'a pas suffi à transformer. À la mort du roi, les caisses de l'État sont vides, la dette est astronomique, et l'historien Saint-Simon écrira dans ses mémoires que la mort du souverain fut accueillie par un immense soulagement populaire dans les campagnes. Le règne de Louis XIV restera ainsi pour toujours marqué par cette dualité. La splendeur éblouissante de l'État absolu, bâti sur les souffrances et les sacrifices quotidiens du peuple de France. Merci infiniment de m'avoir suivi sur cet épisode dédié au grand siècle, donc à Louis XIV et au royaume de France sous son règne. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un avis, à le partager autour de vous. Et nous, on se retrouve très vite pour plus d'histoire et de patrimoine. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.